Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour un 10e épisode du Calisthenics Science Podcast, toujours avec Alex. Salut les gars. Aujourd'hui ça va être un épisode assez court, on va uniquement faire une routine et une question, et on vous sortira aussi certainement la semaine prochaine également un épisode de podcast. C'est pour ça que cet épisode sera un petit peu plus court que d'habitude. On Voilà, a ça fera donc, pas de mal. on a donc une routine qui est, on va vous le dire, plutôt bien structurée, donc c'est une routine un petit peu plus qualitative que ce qu'on a d'habitude. On va rapidement vous la décrire. Déjà, le format, c'est 5 séances par semaine et ça s'organise, ces 5 jours, en push, pull, legs, upper, lower. Ça veut dire qu'on a une séance de poussée, une séance de tirage, une séance bas du corps, puis une séance haut du corps, puis à nouveau une deuxième séance de jambes. Donc c'est un programme assez classique et qui, on va le voir, est assez bien structuré. On commence avec le premier jour qui est intitulé séance push force, donc pousser en force. Cet athlète commence avec des dips, avec 3 à 4 séries de 3 à 5 répétitions, puis 4 séries de 8 à 10 répétitions, donc toujours en dips, ce qui fait donc au début de séance 7 à 8 séries de dips en lourd et en moyen. Ensuite, on a du développé militaire en 4 séries de 4-6 reps, puis des écartés pour les pectoraux à la poulie, 3 séries de 16 répétitions, c'est indiqué. Puis nous avons, comme dernier exercice, un superset, donc une série combinée à peu près si vous voulez, entre du skull crusher, donc de la barre au front pour les triceps, et des élévations latérales. Ces deux exercices sont réalisés en 10-15 répétitions. On a ensuite le deuxième jour qui est un jour de pull en force, donc un jour de tirage. Cet individu commence avec des tractions avec 3 à 4 séries de 3 à 5 répétitions, donc plutôt des fourchettes de rep basses, suivi de 4 à 5 séries de 8 à 10 répétitions. On retrouve un petit peu le même schéma que ce qu'on avait en dips sur le premier jour. Donc on a encore ici entre 7 et 9 séries de tractions, c'est beaucoup. Suivi du pen leg row, donc c'est un rowing à la barre, pour 4 séries de 8 à 10 répétitions. En troisième, on a du rowing unilatéral aux haltères, euh, en 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et l'individu finit à la manière de ce qu'on a vu sur la séance push avec un superset entre, je crois, du curl biceps et du face pull. Ouais, c'est bien ça. 4 On séries de a, 12 à 15. on a ensuite sur le troisième jour une séance bas du corps. Donc on a du squat à hauteur de 3 à 4 séries de 3 à 5 répétitions. Puis du deadlift, pareil à l'image du squat, 3 à 4 séries de 3 à 5 répétitions. Puis en troisième exercice, des fentes, 3 fois 12 répétitions par jambe. Et il finit encore une fois, comme il le fait souvent, avec un superset, extension lombaire, extension mollet, 3 fois 12-15 répétitions. Puis il a un jour de repos. Le quatrième jour est une séance upper, donc haut du corps. On va retrouver des dips et des tractions. Donc les dips sont réalisés avec une pause en 4 séries de 3 à 5 répétitions. Les tractions sont une variante des tractions. Donc traction plus demi-traction, c'est indiqué, portion haute. Donc fait une répétition complète, une demi-amplitude haute, puis une répétition complète à nouveau. Donc 4 séries de 3 à 5 répétitions. Puis on a un superset entre du développé militaire et du pen leg row, donc qui sont des exercices qu'on avait déjà respectivement sur les séances push et pull, ici à hauteur de 4 séries de 6 à 8 répétitions. Puis en quatrième, on a encore des écartés à la poulie pour les pectoraux, pareil du 3 x 15 répétitions. Et on finit avec un superset biceps, triceps. Les exercices ne sont pas indiqués, mais peu importe vraiment pour ces exercices d'isolation. L'individu finit sa séance avec une deuxième séance bas du corps. On a encore ici du squat, 4 x 8, 12 répétitions, donc cette fois-ci la fourchette de la répétition est plus élevée. Puis du soulevé de terre jambes tendues, qui est fait en 4 séries de 10 à 12 répétitions. Donc pareil, une fourchette de rep un peu plus haute que ce qu'on avait sur le soulevé de terre traditionnel dans la première séance bas du corps. Puis en troisième, il a mis des fentes, 4 séries de 10 à 12 répétitions par jambe. Donc on retrouve ce qu'on avait sur la première séance jambes. Et on finit avec un superset leg curl et extension mollet, sachant que sur la première séance bas du corps, il avait un superset extension mollet et extension lombaire. C'est assez complet. Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur cette programmation, Alexandre?
Bah, pas, pas énormément de choses négatives à dire, donc dans l'ensemble, c'est excellent. C'est voilà, pour être plus précis dans la routine, c'est vrai que c'est ma faute parce qu'il me l'a envoyé à moi. Je ne lui ai pas demandé les charges qu'il mettait ou l'intensité à laquelle il met. Donc on pourrait supposer indirectement que c'est un athlète qui est plus avancé. Donc je ne recommande pas trop ce type de routine pour un débutant complet, on va dire, ou quelqu'un qui n'a pas encore des performances, on va dire, décentes car le fait qu'il va générer de l'intensité que sur les 2 premiers jours, enfin, et sur une séance jambes, car son dernier, enfin, en fait, il y aura une séance, il y a 2 séances lourdes et une séance légère, et donc c'est peut-être pas assez pour stimuler certaines adaptations qu'un débutant aurait besoin de faire. Mais pour un avancé, s'il va mettre assez de charge sur ses jours 1 et 2, et même le 3 pour les jambes, ben, ça va lui permettre de pouvoir récupérer grâce à la séance technique, on va dire, la séance technique. Donc, c'est pas vraiment une séance hypertrophie. Donc, d'habitude, ce split-là est utilisé pour faire. Donc, la séance technique, c'est le jour 4 upper. Et là, je vois qu'il fait plus de la technique. Après, même s'il y a quand même un super set d'overhead press et de pain lero et qu'il y a quand même moyen de faire un peu de gain en hypertrophie avec la manière dont il a fait en dips posé et en traction, en 1,5 traction, ça s'appelle. Ensuite, l'isolation est correcte. Donc voilà, vraiment, bah, c'est assez difficile de se prononcer là-dessus, hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes euh, dans l'ensemble. Donc j'avais dit les 2 séances force, c'est pas mal du tout. C'est vrai que comme Morgan l'a dit à un moment, il a dit que c'est un peu beaucoup parce qu'on retrouve 3 à 4 séries de 3 à 5 reps en dips et suivi de 4 séries de 8 à 10. C'est peut-être un peu trop pour certains athlètes. Après, ben voilà, comme j'ai dit, si c'est un mec qui est un peu plus avancé, ben, c'est pas trop un problème. Du coup, vu qu'il va avoir sa séance technique, ça sera vraiment de la récupération. Voilà, peut-être que l'intensité et le volume est peut-être trop condensé, donc condensé sur la séance 1 et 2, et peut-être un manque d'intensité ou de volume sur la dernière, ce qui permettrait de gérer un petit peu mieux la fatigue. Après, ceci, certaines personnes aiment bien envoyer toute la sauce jour 1 et 2, et puis bien récupérer dans la semaine, et puis renvoyer l'autre jour. Donc, vous réagissez mieux comme ça. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, voilà, vraiment voir comment tu réagis avec, par exemple, tes sets combinés enfin, tes 3 séries intenses en dips, et puis tes 3 séries, on va dire, hypertrophie par après. 3 à 4. Il faut vraiment voir comment tu réagis. Personnellement, je vois beaucoup de programmes de force qui sont comme ça, ou des programmes en général. Par exemple, tu fais une séance, tu fais 3 x 3, et puis 3 x 8, et puis 3 x 15. Donc là, tu stimules un petit peu toutes les filières énergétiques, enfin toutes les filières énergétiques musculaires, on va dire. Et bah, ça te permet d'avoir des bonnes adaptations. Tu vas target tes facteurs nerveux, tes facteurs musculaires, et même l'endurance musculaire à la limite. Et le problème, c'est que c'est assez intense, donc il faut vraiment s'assurer de récupérer, quoi. Et le fait que tu vas faire la séance là, la semaine d'après, ça va être pas mal. Et j'aime beaucoup bah, les dips posés, les tractions en demi pour récupérer. Puis dans tes séances jambes, bah, toujours privilégier une variante de type chaîne antérieure, squat, front squat ou autre, et avec de la chaîne postérieure. Et là, tu fais du deadlift lourd un jour et du jambes tendues. C'est parfait, c'est ce que je fais souvent. Ça, c'est un peu le programme type que je mets à beaucoup de clients à ma salle qui sont. C'est un horaire, comme on l'avait dit dans un de nos précédents podcasts, un horaire qui s'adapte très bien au rythme de vie de la plupart d'entre nous. Un Donc programme, tu veux ça, dire, une répartition de la semaine. ouais, ouais, le speed, je voulais dire. Ouais, donc c'est un split qui s'adapte facilement. Il y aurait même moyen d'enlever un jour jambe et de le mettre peut-être le lundi, enfin avec le jour 1, et pour pouvoir équilibrer un peu plus. Après, si tu as 5 jours à disposition, c'est beaucoup mieux. Là, tu fais des vraies séances jambes, donc c'est cool. C'est vraiment pas mal. 2 fois les fentes. Peut-être moi, je trouverais peut-être une variante, parce que tu risques de solliciter pas mal les grands fessiers. Peut-être une fois des fentes lourdes, style en split squat avec la barre sur le dos, et une fois avec un halter en avançant un petit peu le genou et en stretchant les psoas. Ça peut être sympa. Ou alors des autres fentes bulgares. Il faut vraiment varier. Enfin, pas obligé, hein, mais voilà.
Et je voulais dire encore un petit truc. Donc ouais, voilà, je disais que c'était un split vraiment bien que je mettais souvent après le stade débutant. Donc la plupart des débutants qui passent d'un full body, bah, s'ils avaient un split à choisir après, celui-ci fait pas mal l'affaire. Il est bien adaptable. C'est un peu plus tenable qu'un push-pull legs. Et puis tu as quand même ta petite séance upper. Et parfois dans les séances upper, il y a moyen de faire une autre filière. Bah, là, tu fais de la technique, ça te permet de récupérer. Tu peux faire de l'hypertrophie, tu peux faire de l'endurance musculaire. Vraiment, parfois, tu peux faire un petit circuit training ou des choses comme ça. Bah, donc là, c'est vraiment intéressant. Voilà, Morgan, je sais pas si t'es d'accord un peu avec ce que j'ai dit ou si tu as d'autres idées en plus. Je suis d'accord avec pas mal de choses. Déjà, bon, ce qui est problématique, c'est que on connaît pas trop le contexte de l'individu. On ne sait pas quel est son niveau. On ne sait pas exactement quels sont ses objectifs, mais on suppose qu'il veut devenir meilleur Ah, si, il en m'a donné lifting. il m'a donné ses Ah oui, objectifs. tu utilises très bien. Je vais le dire. C'est vrai que j'aurais pu te le dire, j'aurais dû te le dire avant. Et j'aurais pu lui demander un peu ses intensités. Donc, ses objectifs, c'est le street lifting et l'hypertrophie. Donc, sachant que c'était l'hypertrophie, j'aurais peut-être pas fait le jour technique. C'est vrai. Et ouais, et il m'a aussi décrit son profil. Excusez-moi pour ce manque de professionnalisme. Donc, il a 19 ans, 83 kilos, 1m87, et il a fait 6 mois de poids de corps, donc je suppose calisthénie, et un an de muscu avant septembre. Donc, il m'a envoyé le programme en décembre, donc ça doit faire plus ou moins 2 ans qu'il s'entraîne presque. 2 ans d'entraînement et 6 mois de street lifting et 6 mois de calisthenics. Ça, en général, c'est un bon temps pour passer sur ce type de programme. Je ne sais pas s'il le suivait depuis le début du street lifting ou avant. Donc voilà. Ok. Donc pour les objectifs de street lifting, c'est cohérent. Déjà, au niveau du placement, pardon, de l'ordre des exercices, il commence sa séance push par les dips, il commence sa séance pull par les pull-ups, il commence sa séance lower par le squat et le soulevé de terre. Donc ça, c'est cohérent pour ses objectifs. Donc de prioriser les exercices auxquels il veut devenir meilleur en les mettant en début de séance. Comme l'a dit Alexandre, il y a pas mal de volume et peut-être qu'Alexandre trouverait qu'il y a pas énormément de volume, mais moi je suis plutôt partisan du bas volume d'entraînement. Je suis un peu biaisé à ce niveau-là, mais je trouve que faire entre 7 et 8 séries de dips là, sur le jour push, faire pareil entre 7 et 9 séries de traction sur le jour pull, ça fait déjà beaucoup, sachant qu'il travaille aussi ses dips et ses tractions sur le jour upper. Souvent Après, une bonne, le upper, souvent une c'est bonne recommandation pour commencer à gagner en force sur un mouvement, c'est d'avoir au moins 8 séries par mouvement par semaine. Alexandre. je suis d'accord, je suis d'accord. Non, Donc, parce que tu avais fait une petite remarque sur la séance upper. ah, non, j'allais dire que c'était en technique quand tu as dit que c'était une deuxième fois, je suppose. Bah, comme je l'avais dit avant. Ouais, Non. bah, donc le jour pseudo-technique, enfin, on peut supposer que c'est un jour technique parce que les dips sur la upper sont posés et que pareil, il y a traction plus demi-traction, portion haute sur la upper, donc c'est des variations. On pourrait dire que c'est un jour de travail technique, mais bon, il y a quand même 4 sets, les dips posés selon l'intensité à laquelle il est fait, ça peut être très lourd aussi. Ouais. Et puis il y a quand même le tirage horizontal Ouais, et, donc c'est pas tant que ça un jour, le military après, ouais. Donc c'est pas quand tant que même. ça un jour technique. Ouais. Mais pour revenir juste sur la push et la pull, il y a quand même beaucoup de séries. Après, bon, je comprends qu'ils veuillent pardon, essayer de taper dans différentes fourchettes de répétition dans une même séance. C'est pas forcément nécessaire, hein, tant que dans toute la semaine, tu travailles tes différentes fourchettes de répétition. Il n'y a pas d'avantage à placer différentes fourchettes de rep dans une même séance. Parce que là, que ce soit pour les dips ou les tractions, dans le jour push en dips, il a un format en 3-5 reps et là un format en 8-10 reps. Pareil pour les tractions, quelques séries en 3-5 puis quelques séries en 8-10. Il n'y a pas besoin de faire autant. Je trouve que ça fait beaucoup de séries et puis ça va même le fatiguer pour ensuite son rowing, son pelleiro par exemple, ou son overhead press. Donc il n'y a pas besoin, je pense, d'autant de séries sur les dips ici ou les pull-ups, ou même, je pense qu'il pourrait verrer un petit peu de volume des push et pull pour en mettre davantage pour équilibrer sur la upper par exemple. Parce que là, on a environ 7-8 séries
de pull-up ou de dips, donc sur les push et pull, et 4 séries sur chaque mouvement pour donc dips et traction sur le jour upper. Il bénéficierait certainement d'équilibrer ça sur du 6 séries par mouvement sur chacun de ces jours. Parce que lorsque vous réalisez un grand nombre de séries sur un mouvement donné ou un groupe musculaire donné, le plus productif, c'est davantage la première moitié de ce volume-là. Donc en fait, si vous faites 8 séries de dips sur un jour, comparé à si vous faisiez 4 séries, eh bien, vous n'allez pas avoir 2 fois plus de résultats. Vous allez peut-être avoir, de façon totalement arbitraire, on pourrait dire 1,5 fois plus de résultats en faisant 8 séries, comparé à si vous faisiez 4 séries. Cependant, donc à la fois, vous avez un meilleur retour sur investissement en faisant moins de séries plus souvent par semaine, et aussi, si vous faites 8 séries de dips, les 4 dernières séries de dips sont plus fatigantes que les 4 premières séries de dips. Donc elles sont qualitativement moins stimulantes, parce que vous les faites dans un état de fatigue et que vous avez déjà une certaine dose vous permettant de vous adapter avec les premières séries, et que les séries suivantes ajoutent de moins en moins de bienfaits. Donc à la fois, les dernières séries sont moins productives, et aussi les dernières séries sont plus fatigantes, ce qui retarde davantage votre récupération. Donc moi, j'aurais modifié là les dips et les pull-ups donc, sur les jours push et pull, en réduisant un petit peu le volume et en transférant un petit peu sur le jour upper. Mais sinon, c'est assez propre. Ce que j'aime bien dans ce programme également, c'est que c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'exercices par séance. Il y a, je crois, maximum 5 exercices par séance. C'est souvent le même format à faire 4 exercices différents, enfin, en comptant dans le quatrième exercice un superset qui permet de gagner un petit peu de temps, et ce n'est pas détrimentiel à la performance, surtout si c'est des mouvements qui ne sollicitent pas des muscles en commun. Donc, on a par exemple sur la séance push du skull crusher, donc de la barre au front pour les triceps, et des élévations latérales donc pour le deltoïde latéral pour le côté des épaules. L'un ne va pas impacter l'autre, et ça lui permet de gagner du temps, de faire les deux en même temps. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une routine qui est assez simple, qui, euh, qui n'est pas superflue, et ça, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je trouve aussi que il bénéficierait d'ajouter un exercice de poussée horizontale, donc type des pompes lestées ou des pseudo-planches push-up, ou du développé couché ou incliné, peu importe. Euh, Parce que donc, malgré qu'il ait déjà pour ses pectoraux et ses triceps les dips, qui sont un bon exercice d'hypertrophie, les dips ont moins d'amplitude que les pompes, donc en matière d'angle articulaire parcouru par, par l'épaule lors des dips comparé aux pompes. En fait, donc sur les pompes, l'épaule fait un plus grand trajet que sur les dips. Bon, les dips vont dans une plus grande amplitude d'extension d'épaule, mais vu qu'on s'arrête avec le bras le long du corps, donc en position anatomique de référence, on a moins d'amplitude. Et bref, les pompes ont plus d'amplitude, que ce qui pourrait être bénéfique pour l'hypertrophie, et aussi pour une force générale qui serait transférable à plus de mouvements. Le plus souvent, il y a un meilleur transfert des pompes vers les dips que des dips vers les pompes. Les dips, c'est un mouvement assez particulier qui n'a pas un super transfert vers des développés horizontaux et des développés verticaux, mais l'inverse est un petit peu plus véridique. Donc, il bénéficierait d'ajouter un exercice de poussée horizontale. En plus, ça permettrait de travailler son dentelé antérieur, particulièrement s'il choisit une variante de poussée horizontale en chaîne cinétique fermée, c'est-à-dire par exemple des pseudo-planches push-up ou des pompes lestées. Encore une fois, les dips, ça n'a pas un super transfert vers d'autres mouvements, parce que le positionnement des scapulas, on ne le retrouve pas dans d'autres mouvements de poussée horizontale ou de poussée verticale. Donc potentiellement, réduire un petit peu le volume des dips sur le jour push au profit de l'ajout de pseudo-planches push-up ou de pompes lestées, qui sont un très bon exercice en supplément à des dips pour un street lifter. Ensuite, ouais, j'étais assez d'accord avec Alexandre sur le reste. Donc pour la lower, c'est intéressant d'avoir un jour avec une fourchette de rep plus basse et un jour avec une fourchette de rep plus haute. C'est fun parce qu'on s'ennuie un petit peu moins si on a des séances différentes. Le soulevé de terre jambes tendues est un très bon exercice accessoire pour le soulevé de terre traditionnel. Les fentes 2 fois par semaine, oui, ça risque potentiellement de beaucoup solliciter le grand fessier.
Et encore, ça dépend des Ouais, individus. voilà, on te leur volume, mais voilà, tu risques d'avoir si tu prends facilement dans les fessiers, c'est pas parfois. Donc ça dépendra de l'anatomie de l'individu en question. Donc ça déterminera en partie quel groupe musculaire prend le dessus lors des fentes. Ça dépendra aussi de son exécution. Généralement, sur les fentes, plus votre écartement entre les pieds est grand, plus ça va être un exercice à dominante de chaîne postérieure. Et plus vous avez les pieds resserrés, plus vous autorisez le genou à passer loin devant, au-dessus de la pointe des pieds, plus ça va être un exercice focus sur le quadriceps. Parce que le moment de force, en quelque sorte, le levier sera plus conséquent, plus grand moment de force euh, pour une plus grosse sollicitation des extensions du genou, c'est-à-dire les quadriceps. Mais globalement, c'est une routine assez équilibrée. Comme l'a dit Alexandre, un push-pull leg upper lower, c'est quelque chose d'assez classique qui fonctionne très bien. C'est beaucoup promis entre la fréquence, le volume et la récupération. Parce que 2 jours de récupération, c'est sympa, ça vous permet d'avoir un jour de repos après 3 jours d'entraînement. Donc ici, dans son cas, c'est le push-pull leg repos, puis la upper lower repos. C'est assez bien équilibré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette routine, je pense. C'est, je pense, une des meilleures routines, si ce n'est la meilleure routine qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Et pour résumer, si ce n'est que je trouve qu'il y a beaucoup de volume par séance sur les dips ou les tractions, c'est assez équilibré. Juste, cet individu bénéficierait certainement de transférer un petit peu de ce volume sur la push-pull à du volume sur la séance upper, par exemple. Ouais. Moi, c'est vrai qu'au-delà de l'expérience d'entraînement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir un petit peu l'intensité à laquelle vous travaillez. Parce qu'on peut avoir des débutants, des mecs qui s'entraînent depuis 2 ans et qui calent pas une traction, on va dire. Et des mecs qui s'entraînent depuis un mois et qui tapent des tractions avec 50 kilos, quoi. Donc, j'exagère un petit peu, mais voilà, ça nous donnerait un peu plus une idée pour voir. Parce que souvent, les gens qui s'entraînent depuis 2 ans bah, sont souvent mal entraînés. Ou alors, ils font des programmes par-ci, par-là, pas avec consistance et n'arrivent pas à avoir des vraies charges. Et passer un certain stade, bon, on arrive à avoir des certaines charges et ça c'est un peu une preuve qu'on s'est entraîné correctement pendant un certain temps. Et ça nous permet d'avoir une meilleure vision du niveau de l'athlète en question. Voilà, sans dire qu'il faut absolument avoir des charges énormes et n'ayez pas peur de nous envoyer un petit peu ça en plus. Donc après, rien, j'aurais pu te le demander aussi. Donc bah, voilà, là on a fait un peu le tour de la routine et voilà. Donc on va passer à la prochaine question. Donc il nous a aussi envoyé sa question aussi. Donc n'hésitez pas à faire comme lui, il nous a bien supporté, ça fait vraiment plaisir d'avoir des bons retours aussi. Il est en train d'écouter tous nos podcasts et, donc c'est génial. Merci à toi de nous écouter. Ça fait plaisir d'avoir des retours et, on vous rend l'appareil en critiquant un peu la routine et en vous conseillant du mieux qu'on peut. Donc, la prochaine question, c'est est-ce qu'un entraînement du haut du corps, donc un upper ou un push ou pull, un soir à 17h par exemple, va Impacté. impacter notre entraînement le lendemain au matin, Si on notre fait une entraînement séance bas bas du du corps? corps dans, Voilà, dans cet exemple-là. voilà. Je te laisse y répondre. Ouais, alors c'est une question intéressante, parce que même si idéalement on aimerait s'entraîner à l'heure fixe de jour en jour, pour potentiellement bien espacer de 24 heures chaque séance, et en plus parce on a des bienfaits à s'entraîner à l'heure fixe sur le point de vue du rythme circadien et de la performance, il est Pas toujours possible possible. Ouais. que vous vous entraîniez sur la semaine à 17 heures et peut-être que le week-end, vous allez vous entraîner le samedi et le dimanche matin à 10 heures. On peut se poser la question, est-ce que ça va impacter notre récupération si on n'a pas eu 24 heures de repos peut-être entre 2 séances, malgré que ce ne soit pas un travail sur les mêmes groupes musculaires? Alors déjà, on pourrait croire que ça impacterait la performance parce que du fait que vous vous entraînez pas habituellement le matin, vous allez peut-être moins bien performer. Donc ça peut être un facteur qui pourrait nous faire croire qu'on a moins bien récupéré, mais euh, ça peut être simplement lié au fait que vous vous entraînez pas à une heure fixe. Or, concernant la problématique d'une potentielle fatigue d'une séance, disons le vendredi à 17h qui impacterait une séance bas du corps le samedi à 10h, il faut savoir que la fatigue du système nerveux, c'est quelque chose euh, qui est moins importante que ce qu'on le pense.
et qui nous concerne moins que ce qu'on pense, nous qui faisons de l'entraînement en résistance, c'est-à-dire de l'hypertrophie, de la force, des efforts assez courts en réalité. Ce qui est le plus fatigant sur le point de vue du système nerveux central, c'est au contraire des efforts plutôt longs, avec des intensités basses, mais tenues sur le long terme. Et surtout, nous, c'est ce qui s'apparenterait à des séries bien plus longues. Par exemple, quel est le plus fatigant entre une série de 30 tractions à l'échec et un 1RM en traction lestée à, disons, 70 kg? On pourrait croire, et on a longtemps cru, que c'était la traction à 70 kg, mais en fait, à l'inverse, c'est la série de 30 tractions au poids de corps. On peut voir ça comme ça. Lorsque vous avez fait 30 répétitions de traction au poids de corps et que vous ne pouvez pas en faire une de plus, eh bien, vous ne pouvez pas en faire une de plus. Et c'est une intensité plus basse que votre traction à 70 kg. Mais lorsque vous faites une traction à 70 kg et que vous ne pouvez pas en faire une de plus, vous ne pouvez pas faire une traction à 70 kg, mais vous pouvez peut-être faire les tractions au poids de corps. Vous pouvez sûrement faire encore beaucoup de tractions au poids de corps. Donc l'état de fatigue dans lequel vous êtes lorsque vous avez fini une série longue, c'est que vous êtes plus capable de faire une répétition légère, alors que quand vous êtes à l'échec sur une série lourde, ça veut dire que vous n'êtes plus capable de faire une répétition lourde, mais que vous êtes encore capable de faire une répétition certainement bien plus légère. Donc une série longue apporte plus de fatigue qu'une série courte. D'autant plus que le stress métabolique peut aussi être très très fatigant, et le stress métabolique plutôt euh, impactant, plutôt quelque chose qui est lié aux séries longues. Donc, bref, tout ça pour dire que dans ce qu'on fait, la calisthénie, l'entraînement de force, le powerlifting, le bodybuilding, la fatigue du système nerveux central n'est pas vraiment réelle. Il y a plutôt une fatigue locale. Et la fatigue Ouais. locale, ici, il ne va pas trop nous intéresser parce que cet individu nous demande si une séance haut du corps à 17h impacterait l'entraînement de jambes le lendemain matin. Il n'y aurait pas une fatigue locale de la veille sur le lendemain, à moins que, disons, que tu aies fait du rowing sur ta séance haut du corps et que tu veux faire du squat ou du soulevé de terre sur ta séance bas du corps. Ici, il y aurait le souci certainement des trapèzes ou du bas du dos qui sera encore fatigué d'un jour sur l'autre, mais ce ne serait pas une raison de fatigue du système nerveux central. Tu avais une remarque à faire, Alexandre? Ah, je disais, avec la fatigue du système nerveux central, ben, on sait très bien que lorsqu'on fait une compétition de power ou autre, tu vois les athlètes qui sont quand même éclatés le lendemain ou le jour même, tu vois, avec leur, enfin, et chaque fois ils mettent un petit peu ça sur la fatigue nerveuse. Ben, c'est aussi lié à toute la pression de l'événement, la préparation, etc. Mais je pense qu'il y a quand même aussi il y a quand même une vraie fatigue qui se fait. Tu le sens aussi, tu le sens aussi par expérience en cycle de force que ta fatigue est différente qu'en cycle d'hypertrophie ou des choses comme ça. Mais t'as quand même l'impression d'en prendre plus sur, allez, au niveau mental, j'ai l'impression. Enfin, c'est vrai que là, je sais pas si tu avais une étude en tête avec, euh, avec celle d'avant. Mais j'aimerais bien voir les effets sur, allez, par exemple, le lendemain. Admettons, tu as fait ton RM en traction à 70 kilos et tu as fait tes 30 tractions. Et le lendemain, est-ce que le groupe qui a fait 30 tractions au niveau de la performance, pourra réitérer son exploit de 30 tractions? Ou alors est-ce que peut-être qu'ils arrivent, à mon avis, ils arriveraient, tandis que le gars qui a fait 70 kilos la veille, il sera peut-être pas à faire 70 kilos le lendemain. Ok, c'est quelque chose de très, très intéressant, et puis j'ai du contenu en tête à ce sujet-là. Concernant l'entraînement quotidien en une répétition maximum, donc tu as des études qui ont été faites sur ça, donc Ah ouais, l'entraînement je 1RM, l'avais vu. l'entraînement de 1RM au quotidien, ça consiste à faire un single, donc une fois une répétition, le plus lourd possible ou proche du plus lourd possible, selon vos conditions physiques du jour, donc selon votre état de fatigue, et Ouais, vous mais répétez ça il était quand tous les même, jours. il évitait quand même l'échec, hein. Il évitait quand même l'échec. On a un RPE de 9 ou 9,5. Ouais. Donc le but, c'est pas de rater la rep, mais en fonction de votre fatigue du jour, du RPE, de comment vous vous sentez, vous ajustez pour faire une rep plutôt lourde ce jour-ci. Et lorsqu'on réalise un 1RM tous les jours, ici c'était une étude de Max Zourdos Ouais, qui est j'ai un écouté son peu. truc là. Mais c'est un truc de taré un peu. C'était une étude de cas sur 3 individus qui réalisaient des singles, donc une fois une répétition, suivie de quelques séries de back-off, quelques séries de volume à environ 5 RM, pendant 37 jours. Et ce qui se passait, c'était que la première semaine, les performances en 1RM sur les jours 2 à 7 étaient plus faibles que sur le premier jour.
parce que c'était un stimulus totalement nouveau et que ça perturbait réellement la récupération. Cependant, sur la deuxième, troisième, quatrième semaine, les performances augmentaient régulièrement, malgré le fait qu'ils faisaient des 1RM au quotidien, parce qu'ils avaient commencé à s'adapter à ce stress-là et qu'ils pouvaient correctement faire des légers progrès dessus et que ça impactait plus tellement leur répétition, leur récupération, pardon. Donc en fait, la force, c'est fatigant si vous n'êtes pas habitué à la force, mais ensuite, c'est moins fatigant que du plus haut volume d'entraînement, une fois que vous y êtes habitué. Ouais. Après, ça pourrait être l'inverse. L'inverse pourrait être aussi vrai en certaines reps, hein. Donc, le gars, il tape son 30 tractions. Le lendemain, tu vois souvent les routines de certaines reps qui sont justement avec plus de fréquence que celles de force. Et donc, tu vois, les gars, ils tapent chaque fois des routines avec des nombres astronomiques de répétitions tous les jours. Au final, je crois qu'on revient à un même truc, hein. C'est la notion d'adaptation et de spécificité. Donc, si on a l'habitude de s'entraîner dans ces fourchettes de répétition, on récupérera mieux dans ces fourchettes de répétition précises et à l'inverse. Oui, mais globalement, Ouais, vous prenez un individu, vous le faites faire, donc peu importe ce à quoi il est adapté, vous lui faites faire des fourchettes de rep basses, vous lui faites faire des fourchettes de répétition très hautes, des efforts aérobie, il sera plus fatigué du point de vue du système nerveux central, avec, avec un effort plus long, avec ouais, une allure modérée. Et ça, c'est véridique pour, j'imagine, la majorité des individus. Après, pour le côté shot and rep, euh, il est plus dur d'aller à l'échec sur les séries longues que sur les séries courtes. On a tendance à moins bien être capable d'évaluer notre RIR, donc reps in reserve, donc combien de reps on pense qu'on est capable de faire encore, ou notre RPE, Rate of Perceived Exertion, donc c'est une échelle de 0 à 10, euh, qui est une estimation de la difficulté de l'effort perçu. Donc en bref, sur les efforts en série de répétitions plus longs, on a davantage de mal à estimer notre proximité à l'échec. Et du coup, on a plus de mal à arriver à l'échec sur des séries très longues que sur des séries courtes. Et du coup, potentiellement, ceux qui font beaucoup de set on rep, donc des séries plus longues, n'iraient pas autant à l'échec que des gens faisant des fourchettes de répétitions plus courtes. Et du coup, là, le facteur confondant serait la proximité à l'échec. Mais ouais, à proximité à l'échec fixe, euh, les séries longues apportent plus de fatigue. Et ce qui est problématique, c'est que les séries longues, pour qu'elles soient productives pour le gain d'endurance, le gain de force ou le gain d'hypertrophie, même si, bon, de toute façon, ça apportera pas beaucoup de gain de force. Donc, bref, pour qu'elles soient productives, vous allez devoir aller proche de l'échec. Et aller proche de l'échec ou à l'échec avec des séries plus longues est plus fatigant qu'avec des séries plus courtes. carrément. Donc, pour répondre un peu plus spécifiquement à la question de notre auditeur qui nous demande est-ce qu'un entraînement haut du corps, par exemple à 17h, peut impacter un entraînement bas du corps le lendemain matin, la réponse, c'est plutôt non. Et si c'est le cas, ça peut être lié à la qualité du sommeil que vous avez eu, mais surtout à une fatigue mentale et à un effet nocebo. Donc, un effet nocebo, c'est un effet placebo négatif. Si vous pensez que ça va vous impacter, ça va vous impacter parce que vous n'allez pas vous mettre dans les conditions psychologiques optimales pour performer comme vous le devriez. De la même façon, ce qui est très intéressant, on va prendre d'autres exemples pour l'effet nocebo. Les glucides, c'est pas nécessaire en pré-entraînement à la réalisation d'une bonne séance d'entraînement parce que c'est pas extrêmement glycolytique. L'entraînement en résistance, là on parle bien de l'entraînement en résistance, c'est pas de notre activité, donc la musculation par exemple. C'est pas nécessaire d'avoir des glucides pré-entraînement pour bien performer. Cependant, si vous prenez deux groupes d'individus, l'un pensant qu'ils ont besoin de glucides pour performer et l'autre pensant que ça n'a pas d'impact, ce qui est la vérité, ça n'a pas vraiment d'impact, eh bien, si à ces deux groupes, vous ne donnez pas de glucides pré-entraînement et que vous observez leur performance, et les études qui ont été faites sur ça, le groupe pensant qu'ils ont besoin de glucides pré-entraînement vont moins bien performer lorsqu'ils n'en auront pas, alors que le groupe pensant qu'ils n'ont pas besoin de glucides pour bien performer, lorsqu'on ne leur en donne pas, ils vont performer tout à fait correctement. Donc ça, c'est un exemple d'effet nocebo. De la même façon, lorsque vous faites entraîner des gens à jeun, selon les études, on voit soit pas d'impact sur la performance, soit un impact sur la performance. Pourquoi? Parce que bon, physiologiquement, s'entraîner à jeun, c'est peut-être pas optimal d'un point de vue prise de muscle, hein. Mais si vous avez suffisamment de glycogène stocké, ça devrait le faire. Vous allez certainement pouvoir réussir à finir votre séance correctement sans trop de problème.
Mais si vous pensez qu'il faut absolument manger pour faire une séance productive et qu'on vous fait vous entraîner à jeun dans cette étude, vous allez naturellement faire moins bien parce que vous aurez une certaine fatigue que vous allez vous inventer du fait de ne pas avoir mangé. Mais si vous savez que ça n'impactera pas vos performances de s'entraîner à jeun, ou si même peut-être que vous avez l'habitude de vous entraîner à jeun, vos performances ne vont pas être impactées. Tout ça pour dire que si vous pensez que s'entraîner le soir, puis devoir faire une séance le lendemain matin, va impacter vos performances, si vous en êtes persuadé, ça va arriver. Mais si vous êtes conscient que c'est certainement pas la vérité, ça ne va pas arriver. Si jamais euh, disons que vous vous réveillez un matin et que j'ai supprimé votre mémoire, que vous ne pouvez pas savoir si vous vous êtes entraîné la veille, si ce n'est les courbatures, il y a assez peu de chances que vous puissiez deviner si vous vous êtes entraîné la veille, parce que la fatigue centrale est quasiment inexistante. Donc vous serez vraiment devin si vous êtes capable de me dire si vous vous êtes, oui ou non, entraîné la veille et quels exercices vous avez fait si vous n'avez pas de courbatures. Parce que c'est quasiment impossible en fait, puisque la fatigue du système nerveux central n'est pas quelque chose de véridique. Vous allez peut-être avoir un petit peu de raideur, qui est un petit peu l'étape en dessous des courbatures. Disons que la raideur, c'est des demi-courbatures. Parfois, on peut un petit peu le sentir sur l'échelle locale. Mais en bref, si jamais vous avez supprimé votre mémoire, que vous ne savez pas si vous vous êtes entraîné la veille, vous ne pouvez pas me le dire euh, d'une façon très prévisible et vous allez vous entraîner correctement, que vous soyez entraîné ou non la veille. Si vous ne savez pas si vous êtes entraîné la veille, normalement, si vous ne vous mettez pas vous-même un effet nocebo, vous allez vous entraîner correctement parce que l'entraînement de la veille n'aura normalement pas impacté votre entraînement du matin. C'est un petit peu complexe, mais si vous pensez que ça n'a pas d'impact, et même si vous savez que ça n'a pas vraiment d'impact, ça ne va pas vous impacter. Si vous pensez que ça va vous impacter, si vous en êtes persuadé, ça risque de vous impacter et vous risquez de moins bien performer sur cette séance du samedi matin parce que vous êtes entraîné le vendredi soir. Moi, je pense quand même à deux, trois facteurs qui ont un impact. Si vous avez fait des grosses tractions lourdes ou des tractions une main qui ont pas mal sollicité votre grippe et que vous faites du deadlift le lendemain, évidemment, ou à l'inverse, ça peut quand même impacter votre soulevé de terre et voilà, votre soulevé de Mais terre. dans ce cas-là, on est dans un contexte de fatigue locale. Ouais, c'est ça, la fatigue sera locale. Ou même, par exemple, des grosses tractions, bah, vous allez avoir on va dire, vous êtes flingué le dos, bah, peut-être que votre back squat sera un petit peu moins solide. De même pour le trapèze supérieur et inférieur en front squat. Donc, parfois, il est un peu impacté aussi. Vous sentez que ça brûle derrière, que ça brûle bien dans cette zone-là, car vous avez fait une séance assez intense la veille. Donc, parfois, il peut y avoir un impact local aussi. Donc, il faut quand même en prendre en compte Ouais, aussi. l'impact local existe et faut le prendre en considération. Par exemple, si vous vous entraînez en push-pull leg, ça peut être malin de ne pas caler vos exercices de rowing en charge libre, type du pelnero, la veille ou le lendemain du squat ou du soulevé de terre. C'est des Ouais. considérations à prendre. Donc, sinon, si tu respectes ça, il n'y a pas de souci. Donc, Et d'ailleurs, c'est un argument pour une plus haute fréquence d'entraînement, et par exemple du full body tous les jours. Donc le fait qu'il n'y ait pas vraiment une fatigue euh, du système nerveux central, ça veut dire que si vous faites des lourdes séries de squats, il y a quasiment aucun moyen que ça impacte votre cœur à l'après, en fait. Parce que la fatigue centrale n'existe pas tellement dans ce contexte-là. Et la fatigue centrale, dans les cas les plus extrêmes, ça peut aller jusqu'à grand maximum 15%, ce qui est rien du tout en fait. Donc si vous faites un volume d'entraînement énorme, et je me demande si même cette valeur ne sort pas de des études sur les sports d'endurance, donc ce qui serait encore moins moins que le cas. 15% dans un effort de resistance training, pardon, d'entraînement en résistance, parce qu'on a vu que c'était moins conséquent vu que les efforts étaient plus courts. Il n'y a, aucun moyen que vous performez moins bien au curl parce que vous avez fait du squat très lourd avant. Et du coup, si vous entraînez avec une haute fréquence d'entraînement, et c'est quelque chose que j'aime bien programmer, donc potentiellement avec 1 à 2 mouvements par groupe musculaire par séance, ce qui donnerait par exemple une séance avec du squat et des dips, du curl biceps, eh bien vos squats très lourds ne vont certainement pas beaucoup impacter
si ce n'est du tout vos dips. Vos dips n'ont pas impacté votre curl non plus, et vous allez pouvoir être frais sur votre mouvement. Alors que si vous aviez fait une séance avec du développé couché, des dips, des extensions triceps et du développé militaire et des élévations latérales, forcément, certains mouvements vont en pâtir de la fatigue des mouvements précédents. Alors qu'avec une routine avec une plus haute fréquence d'entraînement, du travail pour chaque groupe musculaire qui est davantage réparti par la semaine avec potentiellement une fréquence de 4-5 fois par semaine, vous allez avoir la chance d'avoir que 1 à 2 exercices par groupe musculaire par séance, ce qui va vous permettre d'être extrêmement frais parce que vous n'aurez pas la problématique de la fatigue locale et la problématique de la fatigue du système nerveux central est d'une moindre importance. Ouais. Je pense qu'on a pas mal répondu à cette question et à la routine d'avant. Donc on a déjà fait quasiment 1 heure de podcast. C'est quand même pas mal intéressant. On a beaucoup parlé, mais j'espère qu'on a été complet. Si ça n'a pas été clair, comme d'habitude, dites-le-nous aux commentaires. Voilà. Prochaine fois, j'essaierai bien d'écrire les objectifs et de la personne avant. Voilà, on l'a fait pendant, donc c'est un peu moins grave, mais dommage. Allez, j'espère que si vous avez tout écouté, de toute façon, toutes les informations sont là. Vous aurez plus qu'à appliquer ces précieux conseils. Donc, on va se quitter là. Donc, on se dit à toutes pour un prochain podcast. C'était l'épisode 10 du Calisthenics. Voilà, je suis pas en couille. C'était l'épisode 10 du Calisthenics Science Podcast avec Morgan et 012 Workout, Alexandre. Allez, ciao les gars.